Bonjour, alors là on va parler un petit peu d'outils pour la fraiseuse, qui est intéressant d'avoir quand on achète une fraiseuse. On n'achète pas que la fraiseuse, il faut acheter aussi des outils bien sûr, et ça, bon, il faut voir ce qu'on a besoin. Donc là j'ai fait un petit peu un petit tri sur les outils que je possède pour bricoler. Donc à part bien sûr les fraises, un peu de toutes les tailles, genre comme ça, là c'est une 4 dents, voilà. Donc j'en ai des petites, des grosses, voilà, de ce type-là. On peut en prendre aussi en 3 ou en 2. Par exemple pour l'aluminium, c'est plus intéressant d'avoir des deux tranchants, parce que l'aluminium a tendance à s'agglomérer dans les dents et puis bloquer la fraise. Donc ça c'est bien d'en avoir plusieurs sortes. Voilà. On a aussi des petites équerres comme ça. Voilà. Voilà les équerres que je possède. Donc 90, 45, 30 degrés, voilà, 60 degrés. Voilà, ça c'est des équerres qui sont assez épaisses, qui permettent de positionner une pièce sur l'étau de la fraiseuse, et donc pour avoir une inclinaison bien précise, de ne pas le faire à l'œil quoi. Donc ça c'est bien aussi, je me suis déjà servi lors de mes vidéos, vous avez déjà sûrement vu cette équerre là. Donc voilà. On a aussi l'ensemble ici qui est pas mal aussi, qui permet de caler les pièces dans l'étau ou autre chose. Donc on a des petits blocs en V comme ça. Donc là, les petits, grands, ils sont réversibles. Un petit modèle ou gros modèle. Voilà. Et les étriers qui vont avec pour bloquer les pièces par exemple. Voilà, on peut mettre ici. Voilà, on les visse. Et donc on peut bloquer la pièce comme ça dedans. Sauf dans les grosses. Parce qu'il y a des grosses et des petites. Voilà. Voilà. Intéressant d'avoir. Donc ça permet aussi de bloquer une pièce ronde. Quand vous avez une pièce ronde dans l'étau, des fois c'est pas facile de la caler parce que bon, elle risque de bouger. Donc vous pouvez mettre une pièce comme ça dans le mort fixe par exemple, ou dans le mort mobile plutôt. Vous mettez votre pièce ronde dedans, j'ai pas de pièce exactement. Voilà, et vous la calez, comme ça vous pouvez, elle ne bougera pas lors du fraisage. Donc c'est bien. Ou alors vous pouvez caler les blocs pour pouvoir mettre une pièce assez longue sur la table par exemple. Donc ça c'est intéressant d'avoir ça aussi. Surtout quand on a un étau qui est lisse avec les morts lisses, donc il n'y a pas possibilité de bloquer une pièce ronde facilement dedans. Alors bien sûr ça c'est des trucs, à la limite on pourrait aussi s'amuser à fabriquer. Bon c'est des trucs de précision bien sûr, mais bon celui qui veut s'amuser à les faire, pourquoi pas. Après bon, quand on commence à avoir un peu de matériel puis de l'acier de bonne qualité, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, des blocs de précision comme ça. Alors ça c'est pareil, c'est des trucs qui coûtent pas cher, qu'on trouve sur internet, sur les sites comme AliExpress ou Banggood. Donc c'est bien de les avoir, ça permet de caler des pièces, parce que c'est tout des trucs de précision. En plus ils sont filetés, les trous sont filetés par endroits, ce qui fait que ça permet de pouvoir mettre une vis dedans, ou dépanner, ou même, voire même mettre une pointe pour pouvoir mettre une grande, vous servir de contrepointe par exemple, avec une pointe dedans, vissée, et puis vous mettez ça dans un petit étau comme ça. J'ai déjà fait. Vous bloquez ça dans l'étau, vous mettez une contrepointe là, vous bloquez l'étau, ça vous sert de contrepointe. Voilà. Il est bien aussi, cette petite surface, cette petite pièce là, vous pouvez en mettre, j'en ai 4. Donc vous pouvez poser sur la table, vous pouvez mettre votre petit vérin que vous avez fabriqué vous-même. D'abord il commence à rouiller, il faut que je mette du produit dessus. Le petit vérin, ça vous permet de le rehausser par exemple, ça vous permet d'avoir de 50 types de vérins de toutes les dimensions, de toutes les hauteurs. Vous en faites 2 modèles comme ça et vous pouvez les caler. Donc en hauteur, avec 1 ou 2 étages, ce qui fait que ça permet de caler une pièce par rapport à l'étau, pour éviter qu'elle vibre lors du perçage ou lors du fraisage. Donc c'est intéressant aussi d'avoir.
Donc ça, je l'avais déjà montré, hein, c'est des petits vérins que j'ai fait perso, pour justement bloquer les pièces en bout quand on perce ou quand on fraise, parce qu'une pièce qui dépasse de l'étau, quand vous le fraisez, elle a tendance à vibrer, hein. Donc, et quand vous percez, c'est pareil, elle a tendance à fléchir légèrement. Donc, faites toujours de bloquer en dessous, hein. Un ablocage en dessous pour éviter toute vibration, hein. Donc, c'est bien, c'est très intéressant d'avoir, même indispensable d'avoir. Et ça à fabriquer sur un tour, hein. Donc facile à faire. Voilà, qu'est-ce de quoi on peut parler? Alors il y a aussi la petite scie fait maison, hein. Donc ça j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Donc il suffit d'acheter la lame, hein, et puis vous faites le support avec le tour, hein. Donc je m'en suis déjà servi, ça va très bien. Alors par contre il faut faire attention, hein, pas prendre des passes énormes avec, hein. Faut faire attention parce que dans l'aluminium, souvent, on voit beaucoup de vidéos, ils prennent ici de l'aluminium avec. L'aluminium, c'est pareil, ça va s'agglomérer dans les dents. Et à un moment donné, si vous avez vraiment une petite fraiseuse, il faut faire attention parce que vous risquez de casser votre fraiseuse, hein, avec ça, hein. Les petites fraiseuses de 60 kg, avec ce genre d'outil-là, vu la largeur du disque, si ça vient à bloquer, les pignons au-dessus peuvent sauter, hein. Donc il faut faire attention quand même, hein, dans l'aluminium, hein, parce que dans la ferraille, les copeaux s'éjectent bien, par contre dans l'alu, ça bloque. Donc toujours bien lubrifier avec un lubrifiant assez liquide, hein. Faire toujours attention, hein. Ça c'est l'aluminium, c'est un peu vache, hein, pour ça, hein. Voilà, donc on en voit souvent, quand ils usinent de l'aluminium, des fois la pièce est éjectée de l'étau par rapport à ça, hein. Ça bloque et puis d'un seul coup la fraise, elle s'arrête et puis la pièce est éjectée si elle n'est pas bien serrée, hein. Aussi un petit étau de précision, comme celui-ci, hein. Celui-là va très bien parce qu'on a deux encoches de chaque côté pour le bloquer sur la table. Et il a des petites rainures pour mettre des petites pièces rondes, hein. Genre, voilà, hein, bloquer une petite pièce ronde comme ça ou comme ça dedans. Il est très précis, donc facile de manipulation, hein. Je m'en sers pour la fraiseuse, mais je m'en sers aussi pour la scie à ruban, hein. Je la mets comme ça, ce fait que ça me permet de scier des pièces dans ce sens-là. Je bloque la pièce dans ce sens-là, au lieu de bloquer la pièce dans ce sens-là. Donc ça, je mets ça dans l'étau de la scie, et je peux couper des pièces comme ça, hein. Ça, c'est pas mal aussi. J'aime bien ce petit étau-là, il va très très bien. Très précis, nickel. Voilà. Sinon, on a aussi les têtes à aliser, hein. Ça c'est pareil, c'est pas des outils qui coûtent très cher qu'on trouve sur des sites chinois, hein. Voilà, donc c'est toujours intéressant de l'avoir. On s'en sert, je m'en suis déjà servi un petit coup comme ça pour agrandir un trou. C'est bien quand on veut vraiment avoir un trou assez précis en diamètre, hein. Donc on peut prendre des toutes petites passes, descendre et vous avez un trou qui est juste, hein, puis vous n'avez pas forcément le foret qui va pour pouvoir agrandir le trou, hein, surtout quand c'est des grands trous. Donc là c'est bien parce qu'on peut donc déplacer cette partie ici, là, et donc et on met la petite fraise là, hein, le petit outil là, ce qui permet, ou comme ça, hein. Voilà, on peut même s'en servir comme fly cutter, hein, à la limite, hein. Mais bon, en fly cutter, moi je préfère le vrai fly cutter, hein. Donc celui-ci je préfère pour les trous. Donc soit qu'on le met au centre et puis bon, on fait pour agrandir des petits trous pas trop gros, ou soit qu'on le déplace. Et puis à ce moment-là, on peut régler avec la petite molette graduée qui se trouve ici pour avoir plus de précision. Mais à chaque fois, bien sûr, il va falloir dévisser les vis là, bouger le petit tambour gradué pour pouvoir avoir le réglage précis, hein. Il faut y aller par tâtonnement, bien sûr, parce que il faut y aller doucement, hein, et puis bien vérifier ce que vous faites en mesurant le trou, hein. Voilà, donc là c'est du coup une CM3 qui est démontable, hein. Voilà, celui-là il se démonte. Voilà, on peut en mettre un plus gros si on veut, hein. Ça c'est un petit modèle. Il y a des gros modèles aussi qui existent. Donc moi j'ai le petit modèle, bon ça me suffit pour l'instant, hein. Je ne m'en sers pas énormément. Ça c'est indispensable à avoir quand on fait certaines choses, hein. Mais bon, sinon ça va pas servir énormément, mais ça sert, quoi. Bon. C'est toujours bien de l'avoir aussi pour le prix, hein, c'est pas très cher. Et donc il y a toutes les lames qui vont avec. D'abord il y en a beaucoup que je ne me suis pas servi, c'est encore sur le plastique, hein. Je me sers surtout de celle-là. Donc voilà quoi. Ensuite, le vrai fly cutter, bien sûr, c'est plutôt ça, hein. Donc là, c'est le fly cutter en CM Cone, CM3 directement dessus, hein. On ne met pas directement dans mon arme, il y a directement dans la fraiseuse avec la vis au-dessus, la vis dessus. Et donc qui est livré avec le barreau en HSS, hein.
Bien entendu, on peut mettre un outil de tour à la place du barreau HSS. Hein. On peut mettre un outil de tour à condition qu'il fasse 10-10. Hein. Voilà, ça c'est le 10-10. Voilà, qu'on bloque ici. On peut augmenter ou diminuer la surface de travail. Alors cet outil-là, il est bien en finition. Hein. Vous voulez faire de la finition nickel, chrome, avec un beau lisse. Alors on commence déjà par faire l'ébauche avec une fraise comme ça, par exemple, pour dégrossir la surface. Vous laissez un peu de marge et après vous attaquez avec ça. Pourquoi? Parce que bon, là vous allez faire des toutes petites passes avec ça. Hein. C'est des toutes petites passes fines. Voire une seule, ça suffit des fois. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir. Dès que vous avez fait les dégrossissages avec ça, vous faites avec ça. Parce que là vous allez prendre, selon la pièce que vous allez avoir, vous allez prendre la largeur. Hein. Donc ça prend beaucoup de couple. Hein. C'est pas la peine de prendre des grosses passes avec ça. Hein. Donc petite passe avec ça, fine, propre. Et comme ça vous avez un beau fini. Hein, sans escalier, sans voilà, alors faut aller tout doucement et puis il faut avancer. Alors, faire attention aux copeaux, ça éjecte bien les copeaux. Hein. Mais sinon, je dirais que c'est indispensable pour la finition. Hein. Ça évite d'avoir des petits ronds sous la pièce, voilà, avec des rangées. Ça fait un peu, ça fait bon. Si on s'en fout, c'est pas grave. Alors que ça vous fait des grandes surfaces bien lisses, c'est bien. Donc c'est un outil aussi qu'on peut faire soi-même, mais on peut pas le faire. Bon, il faut éviter de faire en cône CM3 parce que ça devient compliqué, mais on peut le faire en cône droit puis le mettre dans le mandrin, hein, c'est possible aussi. Hein. Donc voilà. Donc encore un petit outil à avoir. C'est des outils qui coûtent pas cher non plus. Hein. Bon, c'est pour ça que je l'ai acheté. Hein. Bon, on trouve ça sur Amazon, sur des sites. Voilà. Moi j'ai pris celui-là, il est assez gros quand même. Hein. Il est bien pratique. Alors, ensuite. Un petit outil comme ça pour mettre le comparateur. Alors on peut mettre bien entendu un comparateur classique. Hein. Donc voilà, on a un petit trou pour mettre le comparateur dedans. Et donc on peut régler la position. Fait que ça permet de trouver le centre d'une pièce par exemple. Alors je dis pas que c'est le plus pratique des outils pour faire ça, mais vu la grosseur de l'outil et la praticité de l'outil, je veux dire bon, à la limite, c'est pas ce que ça coûte, voilà. Donc je l'ai acheté aussi. Je m'en suis déjà servi une fois aussi. Bon, voilà. Si on veut vraiment faire de la précision avec un comparateur. Je vais aussi montrer un comparateur hein, que j'avais mis. Voilà. Je vais vous montrer ça. Je vais le chercher. Alors ça c'est un comparateur que j'ai de réserve que j'utilise pas. Voilà, qui est neuf. Voilà. Donc je le montre en vidéo, hein, parce qu'il y en a un qui m'a posé la question, qui serait intéressé. Donc c'est un comparateur de marque Cafer. Voilà, très précis. Voilà. Donc c'est un 30 mm, hein, donc il y a une grande course. L'avantage c'est qu'on a un grand disque à l'intérieur pour voir les millimètres. Donc là c'est facile de voir par rapport à certains qui sont très difficiles d'apprécier. Hein. Là on peut bien voir ce qu'on fait. Donc c'est vraiment un très bon produit. Voilà. Voilà, des petites touches. Hein. Avec une petite bille au bout au carbure, hein, bien sûr. Et donc c'est au centième, hein, bien sûr, 0,01 mm, hein, marque Cafer. Voilà, je le montre donc, hein, c'est du tout neuf, c'est tout beau, tout neuf, jamais servi. J'en ai un autre que je me sers habituellement qui coûte la moitié de ce prix-là. Hein. Bon, je veux dire, voilà, j'ai préféré garder sous le coude. Hein. J'en avais acheté deux à ce moment-là et celui-là je le garde en réserve. Voilà. Donc, sinon, pour les outils on est toujours sur les outils de la fraiseuse. Alors, les outils de la fraiseuse, il y a encore ces outils-là. Alors, on va montrer ça. Là, qu'il faut avoir absolument, bien sûr. C'est des outils comme ça. Alors, il y a toute une série d'outils. Donc, de ce style-là, c'est pour bloquer donc les outils sur la table. Et avec des petits escaliers comme ça, qui permet donc de caler la hauteur. Et vous mettez une vis dans la table, vous serrez votre pièce. Hein, vous avez une pièce comme ceci, par exemple.
vous la posez dessus. Alors vous les mettez surtout pas comme ça, hein, c'est plutôt comme ça. Et vous avez une grande vis qui se divise de toutes sortes de longueurs. Vous serrez et vous mettez à la hauteur que vous voulez. Donc voilà, donc pour les outils, donc je répète donc pour ça, parce que là j'avais la carte qui était pleine, donc ça va vite, hein, le temps passe vite. Donc les outils pour bloquer sur la table, qu'il faut avoir absolument, il y en a toutes les sortes, hein. Donc moi j'ai toute la panoplie, hein, pour ça, parce que c'est vraiment, il faut tout avoir, hein. Il faut avoir les petits comme ça, les moyens, les gros, hein, avec les petits escaliers qui vont derrière comme ça, et la vis, et qui permet de bloquer une pièce sur la table. Donc voilà. Hein, et si vous avez plusieurs hauteurs à faire, vous pouvez soit utiliser un bloc comme ça, hein, poser dessus, hein, vous pouvez poser dessus, ou soit que vous faites plusieurs épaisseurs comme ça si vous voulez. Hein, donc ça permet, enfin pas comme ça, parce que là ça va faire un petit peu le bordel, mais il faudra en mettre un par-dessus pour pouvoir bloquer par-dessus si vraiment c'est haut. Bon, à la limite, il vaut mieux prendre un truc comme ça, au moins c'est rigide, ça bouge pas. Voilà. Hein, dans la fraiseuse, il faut toujours tout bien bloquer, hein. C'est le genre de truc, surtout si vous voulez s'amuser à vous prendre des grosses passes, avec des petites machines, c'est pas l'idéal, hein, parce que une machine de 60 kg, voire 100 kg, on dit bien plus c'est lourd, mieux c'est sur une fraiseuse, parce que justement, la puissance du moteur, la rigidité de la machine fait que si on prend une grosse passe, on peut ralentir. Lors du fraisage, vous allez ralentir bien entendu la vitesse de la fraise si vous avancez trop vite sur une grande passe, bien sûr. Et là, vous risquez de bloquer, voire même réduire à un point, forcer sur la pièce à un point, où soit la pièce est éjectée, ou soit vous cassez la fraise. Donc faire toujours attention de ne pas prendre des trop grosses passes avec des petites machines, hein, à cause de la rigidité bien entendu. On sait très bien qu'avec la colonne qui a su de monter dessus, avec la tête qui est lourde au-dessus, elle va bouger un peu, hein, même de très peu. Hein. Si elle bouge de 5 dixièmes lors du fraisage en forçant, elle va accrocher la pièce, puis voilà, c'est fini quoi. Hein. Vous allez avoir une dent qui pète, ou vous allez avoir la pièce qui sort de l'étau et qui finit dans votre ventre. Hein. Donc c'est pas la peine. Donc faire très attention à ça, hein, lors du fraisage. Hein. Donc toujours bien fixer les pièces. Alors j'ai déjà vu aussi qu'ils prenaient aussi dans les étaux, qu'ils prenaient sur le bord, hein, sur le bord de l'étau. Hein. Vous voyez, vous prenez un étau, je sais pas, moi vous mettez des cales en dessous bien sûr. Hein. Alors moi j'ai toute une série de cales, mais c'est même pas des cales de précision, c'est des cales que j'ai déjà montrées, hein, que j'ai faites moi-même. On prend des pièces et on le met sur le bord. Hein, un exemple. Hein. On met la cale en dessous. Voilà, parce qu'on descend jamais comme ça. Alors on met des cales en dessous pour être précis, par exemple. Hein. Et on le met jusque là. Allez, vas-y, on. Voilà, c'est sûr que là, si on fraise, soit que la pièce fait ça, ou soit qu'elle a arraché comme ça. Hein. Donc il faut quand même qu'il y ait une surface suffisante pour bien la tenir, et surtout que ça dépasse pas trop dans hauteur, hein. On est bien d'accord, hein, faut être logique, hein. Donc ça dépend du style de fraisage que vous faites, hein. Si par exemple vous prenez une pièce qui est quand même assez limite et que vous fraisez dans ce sens là, il y a des chances que quand vous allez attaquer la pièce elle va bouger comme ça, hein. Donc là vous risquez d'abîmer votre pièce et vous risquez d'abîmer votre fraise, voire même votre machine. Si elle est petite, elle va peut-être pas supporter d'être bloquée. Et les pignons qui sont en haut, vous avez une série de pignons, souvent c'est des petits pignons de merde, ils finissent par casser, hein, c'est pas la peine. Donc toujours fraiser dans le bon sens, hein, quand on a une pièce. Hein. Faut mieux mettre un fraisage comme ça par exemple, partir comme ça, comme ça. Quand vous fraisez, la force s'exerce sur le morphix. Hein, et quand vous fraisez dans l'autre sens, voilà, vous arrangez pour que les forces se fassent toujours sur un morphix et non pas dans le vide. Hein, si on fraise comme ça par exemple, on va faire logiquement basculer la pièce comme ça. Voilà. Et dans le bon sens, bien sûr. Hein. Quand on attaque une pièce, on attaque dans le sens, voilà, toujours dans le bon sens. Hein. Par exemple, c'est toujours dans ce sens ici, et on revient dans ce sens-là. Pareil pour là, on fraise là, et on revient dans ce sens-là. Voilà. Normalement, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je fais, jamais eu de problème. Donc voilà pour un petit peu pour les explications des outils de fraisage, hein, qui sont toujours intéressants à avoir et puis pratiquement indispensables, hein, parce que c'est pas le tout d'avoir une fraiseuse, parce que si on a une fraiseuse et qu'on n'a rien avec, c'est sûr que ça va pas le faire. Sinon, pour la fraiseuse, le mien c'est celui que je vous ai déjà montré sur les taux, c'est celui que je vous ai déjà montré sur les vidéos, hein, donc je vais vous montrer encore. Voilà. Sortir un petit peu.
Voilà l'étau, hein. Alors ça, c'est un étau qui était livré avec la machine, hein. Donc, moi, il me convient bien, hein. C'est pas le meilleur étau, ça c'est sûr, hein. Alors, on peut mettre la surface, on a un socle pivotant pour mettre en dessous, mais je le mets rarement. Donc, je préfère que d'avoir le maximum de, enfin le minimum de hauteur pour fraiser, hein. Donc là, on est bien stable, on bouge pas. Mais il est livré avec donc le plateau tournant en dessous, hein. Sinon, bah, la fraiseuse, c'est toujours la même, hein. Voilà, c'est celle-là, hein. Donc c'est la ZX32G, hein. Donc pour ainsi dire 200 kg, hein. Donc là, il n'y a rien qui bouge, hein. Pas de jeu nulle part, c'est du lourd, hein. C'est du costaud, ça bouge pas. Elle est bien fixée sur l'établi. L'établi, j'ai mis, il y a des roulettes, il y a des pattes en dessous de fixation. L'établi ne bouge pas. On peut même le déplacer. Vous voyez, les pattes. J'ai fait des pattes. Voilà, il y en a tout autour comme ça. Plus les roulettes, bien sûr, hein. Les pattes, on peut les régler en hauteur, ce qui fait qu'on peut déplacer en fait l'établi. Et une fois qu'il est à sa place, eh ben, on cale les pattes. Comme ça bouge pas. Ça permet d'avoir une étagère en dessous. J'ai pas encore fait des tiroirs, hein. Donc voilà. Vous voyez les cales. J'ai encore cet étau-là qui me sert aussi de perçage, hein. Alors c'est un étau Rome. Hein, voilà. Donc avec des petites cales que j'ai bricolées, hein. Ça c'est avec de l'acier qu'on achète de toutes les dimensions, hein. Donc là, on a un petit peu de toute sorte. Voilà, donc ça c'est plutôt pour le perçage, hein, parce qu'il est intéressant pour le perçage justement parce qu'il est percé au milieu. Hein, il est percé au milieu, hein. On voit tout ça. Un trou au milieu, ce qui fait comme ça, vous mettez votre pièce, vous pouvez percer, vous n'avez pas le dessous donc de l'étau qui vous gêne. En même temps, il y a des formes spécifiques sur les morts fixes qui permettent de bloquer les pièces cylindriques. Alors c'est intéressant d'avoir aussi. Et il est vraiment costaud, hein, donc il est lourd, donc ça permet aussi d'avoir quelque chose de stable. Alors dans une fraiseuse c'est pareil, plus l'étau est lourd mieux c'est, hein, pas trop lourd non plus en fonction de la fraiseuse, hein, on dit bien, hein. Là moi c'est des étaux qui sont conçus pour la mienne, hein. Ça sert à rien de mettre un étau qui fait 20 kg sur la table non plus, hein, ça va alourdir la table, c'est pas forcément le nécessaire de le faire. Mais bon, un bon étau c'est bien, hein, il faut quand même qu'ils ne soient pas trop petits, hein. Voilà, surtout quand on fraise, hein. Donc c'est bien de l'avoir. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire, hein. Donc oui, sur la fraiseuse, moi j'avais pas fait grand chose quand j'ai acheté cette machine là. J'ai juste donc changé les petites poignées ici de fixation parce qu'à la base c'est des poignées genre comme ça. Vous voyez, genre comme ça là. Et quand on manœuvre la table, eh ben ça gêne. Ça peut gêner et bloquer parce que si vous tournez puis vous les mettez vers le bas, vous reculez la table, ben, ça accroche là. Donc moi je les ai mis, j'ai mis des petites molettes molletées comme ça, que je bloque la table, et c'est suffisant. Voilà. J'ai modifié ça. J'ai aussi j'ai changé la poignée ici, parce que ça à la base c'est une poignée en acier. Moi elle est en aluminium. Pourquoi? Parce qu'à cause du jeu, si vous voulez, quand vous mettez une poignée comme ça en ferraille, avec le poids elle a tendance à descendre. Donc là elle reste en place. Voilà, comme ça elle ne bouge pas. J'ai fait la même chose pour celle-ci, en aluminium. Moins grande parce qu'à la base elle était très grande et je me mettais toujours la tête dedans et c'est pareil avec le poids elle a tendance à descendre parce que ici c'est assez libre, hein. Donc voilà, donc ça c'est une petite modification que j'ai fait, sinon c'est tout ce que j'ai modifié sur cette machine là. J'ai rien fait d'autre, hein. J'ai rien démonté, j'ai rien, voilà, il y a absolument comme d'origine. Voilà, donc ça c'est, comme je vous dis, c'est à la limite c'est le minimum, c'est quand on veut vraiment faire de fraisage correct, quoi, hein. Sinon si on a du petit matériel, genre petite fraiseuse 60 kg, il y a des chances que ben, ça va être plus compliqué, hein. Ou alors il faut aller doucement, hein, c'est tout, hein. Bon voilà, je peux y aller franco, hein, ça marche, il n'y a pas de problème. J'ai jamais réussi à la bloquer, rien du tout. Prenant 1 mm avec un diamètre de 20 en fraise, ça passe tout debout, hein. Voilà. C'est tout ce que je pouvais dire là-dessus, hein, au niveau fraisage, hein. Donc moi j'en suis très content, hein, vraiment satisfait de cette machine, hein. Bon, j'ai quand même changé l'huile, hein. L'huile à la base, voilà. Il y a un petit témoin d'huile ici. Et un bouchon qui se trouve en dessous.
Donc je l'ai laissé tourner un petit peu comme ça avec l'huile d'origine et après je l'ai vidangé. J'ai peut-être bien fait parce que l'huile qui était dedans en fait était assez fluide. Donc on dirait de l'eau, hein. Donc c'est très très liquide. J'ai pas trop confiance. J'ai mis de l'huile spécifique pour justement pour fraiseuse, boîte de vitesse, etc. Donc un peu plus épais, ça va coller au pignon, hein. Donc pour l'instant je marche comme ça, elle va très bien. Voilà. Donc pas oublier bien entendu de ce genre de machine de toujours bien huiler les petits graisseurs, hein, vous voyez, là, il y en a derrière, il y en a un peu partout, il y en a sur le côté, il y en a ici, hein. Voilà, il faut toujours bien huiler, hein. Moi la mienne elle est huilée de chez huilé, hein, donc pas de problème. Et à chaque fois j'ai fini de m'en servir, je nettoie tout, comme vous pouvez voir elle est propre, hein, il n'y a pas de copeaux autour. Et donc elle est nettoyée et huilée. Voilà. Voilà pour les petites explications sur la fraiseuse, hein. Donc on fera peut-être une petite démonstration, hein, pour certains outils, hein. Pour l'instant, bon, je ne fais pas grand-chose, hein. Je suis pas là-dedans, hein. Je suis pas dans le fraisage, ou quand je fais quelque chose d'assez rapide. Comme je l'ai dit, je suis souvent à l'arrache parce que il faut que ça soit pressé ou j'ai pas le temps de filmer, hein. Donc filmer, travailler en même temps, c'est pas toujours facile, hein, voilà. Hein, ceux qui en font, ils doivent s'en rendre compte, hein. Il faut, voilà, faut être attentif à ce qu'on fait, filmer, à parler en même temps, faire attention à tout ça. Donc ça peut poser des problèmes. Donc voilà. Ok, allez, à plus pour la prochaine vidéo. Au revoir.